Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur une question qui semble simple, mais qui va, je vous le promets, faire vaciller le sol sous vos pieds. Est-ce que vous existez vraiment comme vous pensez que vous existez? Regardez ce petit personnage de synthèse à l'écran. Appelons-le Roland. Roland est un assemblage de 1919 blocs de synthèse numérique. Notre Roland a une forme, une identité visuelle précise, sa place qui n'appartient qu'à lui. Bref, c'est ce qu'on appelle son identité. Jusqu'à là, tout va bien. Ok, c'est logique. Mais maintenant, regardez bien ce petit bloc-là, en haut, au niveau de son épaule. Si je le retire et que je le remplace par un bloc tout neuf, même taille, même position, couleur quasi identique. À l'écran, pour vous, Roland n'a pas changé. Et pourtant, ce n'est plus exactement le même bloc. On est d'accord. Un autre morceau de code, un autre morceau de matière occupe cette place maintenant. Alors, est-ce que cet ensemble est toujours Roland? On a envie de dire, ben oui, évidemment. Ce n'est pas un pauvre petit bloc qui va effacer tout ce qu'il est. Mais vous voyez où je veux en venir? Si j'en remplace un deuxième, puis 10, puis 100, à quel moment Roland cesse-t-il d'être lui-même? Au 500e? Au 960e bloc? Quand on bascule de l'autre côté de la moitié? Si vous vous dites que c'est toujours lui, alors c'est que vous admettez que son identité n'est pas dans sa matière, mais dans son plan de montage, dans son idée. Mais attention au piège. Si chaque bloc de remplacement est juste un tout petit peu différent, bloc après bloc, glissement après glissement, je peux transformer Roland en une tour ou en un monstre. Et à chaque étape, vous auriez dit « c'est encore Roland ». Alors cette tour, à la fin, c'est toujours Roland? Vous voyez l'absurdité? La différence entre l'être et le néant ne peut pas tenir à un seul bloc. Ce problème, cette interrogation, ne sort pas d'un studio de jeux vidéo. Elle tourmente l'esprit humain, les philosophes depuis plus de 2500 ans. C'est le fameux paradoxe du bateau de Thésée. Plutarque nous raconte l'histoire de Thésée, le héros d'Athènes, parti combattre le Minotaure. À son retour de Crète, vainqueur, son navire est conservé dans le port comme un monument sacré. Mais le bois est une matière vivante. Il pourrit. Alors que dès qu'une planche s'abîme, les Athéniens la remplacent. Une planche, puis 2, puis 10, jusqu'au jour où il ne reste plus une seule fibre de bois du navire original. Les philosophes se sont alors entredéchirés. La question tombe comme un couperet. Est-ce toujours le bateau de Thésée? Si vous dites oui, vous admettez que l'identité est une idée abstraite. Si vous dites non, alors à quelle planche précise le navire a-t-il cessé d'être celui du héros? On pourrait se dire que c'est juste un jeu de l'esprit, de la philosophie pour se faire mal à la tête. Sauf que Roland, ce personnage de bloc, c'est vous. Et c'est là que ça devient franchement inquiétant. Vous vous dites peut-être, c'est de la rhétorique. Moi je suis fait de chair et d'os, pas de bloc ni de planche. Justement, regardez votre bras, votre main, regardez-les vraiment. Allez, regardez. Ils ont l'air stables, n'est-ce pas? Une enveloppe permanente que vous habitez depuis votre premier cri. Vraiment? Détrompez-vous. Ce que vous voyez n'est pas un objet, c'est un événement permanent. Pendant que je prononce cette phrase, votre corps vient de produire 4 millions de nouvelles cellules et d'en détruire autant. La paroi de votre estomac, rongée par vos propres acides, est entièrement reconstruite tous les 3 jours. Si vous pouviez voir votre estomac en accéléré, il ressemblerait à une mer bouillonnante, jamais identique à elle-même. Vos globules rouges, ces transporteurs de vie, ne durent que 120 jours avant d'être remplacés. Votre peau, ce rempart contre le monde, se renouvelle intégralement chaque mois. Faites le calcul avec moi. 330 milliards de cellules sont remplacées chaque jour. C'est comme si, chaque matin, 80 grammes de votre chair s'évaporaient
pour laisser la place à de la matière neuve. En une année, la quasi-totalité de votre poids a été échangée avec l'univers extérieur. 330 milliards de cellules remplacées chaque jour. Ce chiffre est si vaste qu'il en devient abstrait. Visualisez-le plutôt ainsi. Chaque seconde, c'est comme si une ville entière de la taille de Los Angeles était rasée et reconstruite dans votre propre chair. Et si on plongeait plus bas, sous les cellules, il y a les atomes. La science nous dit que nous échangeons sans cesse des atomes avec l'air, l'eau et la nourriture. Une molécule de carbone qui constituait hier une feuille de chêne ou le muscle d'un animal devient aujourd'hui une partie de votre cœur. Vous êtes un carrefour, une station-service pour la matière stellaire. Même vos os, que vous imaginez comme la charpente immuable de votre temple, sont vivants. Ils sont sculptés et remodelés en permanence par des cellules appelées ostéoclastes ou ostéoblastes. En 10 ans, votre squelette entier a été physiquement remplacé. Le squelette qui vous portait lors de vos dernières vacances il y a 10 ans n'est plus là, il est retourné à la Terre. Alors vous allez me dire, d'accord, mais mon cerveau, mes neurones. Mon identité, c'est mon cerveau. Mon corps peut changer, mais mes neurones, eux, ne se renouvellent pas. C'est vrai, mais juste en partie. La plupart de vos neurones corticaux sont aussi vieux que vous. Ils sont les survivants, le capitaine à la barre. Mais voici le piège. Un neurone seul ne pense rien. Ce qui produit votre conscience, d'après la science, ce n'est pas la cellule, c'est le réseau. Et ce réseau, il est dans un état de métamorphose permanente. Chaque apprentissage, chaque émotion, chaque deuil, chaque nouvelle habitude redessine la carte de vos connexions. Vos synapses se renforcent, s'étiolent, disparaissent. Le réseau de vos 5 ans n'existe plus. Il n'y a pas de substance cachée, pas de noyau immuable. À l'intérieur de chaque neurone, les protéines, les membranes, les molécules qui transmettent vos pensées sont en renouvellement constant. Vos souvenirs ne sont pas gravés dans le marbre. Ils sont des configurations de synapses, des flux chimiques, de la matière extraordinairement organisée qui vibre. Si vous comparez un neurone à une maison, les murs restent les mêmes, mais les meubles, les canalisations, l'électricité et même les habitants changent chaque jour. Que reste-t-il alors de la maison originale ? Vous n'êtes pas une statue de marbre qui s'use. Vous êtes un motif, une partition de musique jouée par des instruments qui changent sans cesse. Si votre matière change, si vos briques, vos blocs tournent, qui est celui qui se souvient ? Qui est celui qui dit « je » ? Alors on fait quoi maintenant ? On a vu que notre matière change, que nos cellules s'évaporent et que notre réseau neuronal se redessine sans cesse. Est-ce qu'on doit juste hausser les épaules et se dire que c'est philosophique ? Certains le font, mais pas Derek Parfit. En 1984, ce philosophe britannique a publié un livre qui est un peu l'équivalent d'une bombe nucléaire dans le jardin de la métaphysique. Pour Parfit, si on veut comprendre qui on est, il faut arrêter de se regarder dans le miroir et entrer dans un laboratoire imaginaire. Imaginez, nous sommes sur Terre, face à vous, une cabine de téléportation. On vous propose d'aller sur Mars, mais attention, ce n'est pas un voyage en fusée. La machine ne va pas transporter vos atomes physiquement, c'est bien trop lourd, bien trop complexe. Ce qu'elle va faire, c'est vous scanner intégralement. Chaque atome de votre corps, chaque connexion entre vos neurones, chaque souvenir encodé dans votre chimie, chaque petite peur, chaque cicatrice, tout est transformé en information, en code. Cette information est envoyée par radio vers Mars. Et là-bas, une autre cabine vous reconstruit à l'identique, atome par atome, avec la matière locale. Vous entrez dans la cabine sur Terre, flash, silence, vous ouvrez les yeux et vous êtes sur Mars. Vous vous souvenez d'être entré dans la machine, vous avez le même prénom, le même nez qui vous gratte, le même amour pour vos proches,
Tout est là, intact. Au même moment, votre moi, resté sur Terre, est instantanément désintégré pour qu'il n'y ait qu'une seule version de vous. Alors là, entre nous, est-ce que cette personne sur Mars, c'est vous? Allez, prenez une seconde, voire deux. Si vous dites oui, c'est moi, c'est que vous considérez que l'identité, c'est la continuité. Comme on l'a vu avec nos cellules, la matière change tout le temps. Donc Mars ou Terre, quelle différence? Mais si vous dites non, si vous avez ce frisson qui vous dit « Attendez, l'original a été détruit. Ce truc sur Mars n'est qu'une copie parfaite, mais une copie quand même. » Alors vous êtes en train de dire que votre moi est lié à votre matière d'origine. Mais c'est là que Parfit nous attend au tournant avec son bug. Imaginez que la machine sur Terre tombe en panne. Elle vous scanne, elle crée votre double sur Mars, mais elle oublie de vous désintégrer. Il y a maintenant deux vous, deux êtres qui se souviennent de la même enfance, qui aiment les mêmes gens, qui disent « je » avec la même conviction. Lequel est vous? Ça commencerait bien à faire un peu mal aux cheveux. L'identité ne peut pas être double, ça n'a plus de sens mathématique. Et c'est là que Parfit lâche son verdict, et je vous préviens, c'est glacial, ça ne va pas plaire à tout le monde, et à moi non plus d'ailleurs. Le moi objectif n'existe pas. Il n'y a pas d'âme, pas de noyau dur, pas de substance cachée qui ferait que vous êtes vous. Pour lui, ce que nous appelons moi, c'est juste ce qu'il appelle la relation R, une simple chaîne de souvenirs, de désirs, de caractères qui se ressemblent d'un jour à l'autre. Mais cette chaîne, elle s'effiloche. Pensez à vous, enfant. Qu'est-ce qu'il reste de ce petit être? Quelques souvenirs reconstruits, un nom. Vos désirs de l'époque sont morts. Vos cellules de l'époque sont parties. Selon Parfit, cet enfant n'a pas grandi pour devenir vous. Il est mort au sens philosophique. La continuité est devenue si faible qu'il n'y a plus de lien réel. C'est vertigineux, non? Ça voudrait dire que condamner un homme pour un crime commis il y a 30, 50 ans, c'est peut-être punir quelqu'un qui n'a presque plus rien à voir avec le coupable. Parfit nous dit que la responsabilité, l'identité, tout ça n'est pas un interrupteur on-off, mais un dégradé, un curseur qui glisse. On est juste un motif qui se transforme jusqu'à devenir autre chose. Vous voyez où on en est? On a commencé avec des blocs, avec Roland. On finit par se dire qu'on est des fantômes qui s'ignorent, des flux sans propriétaire. C'est terrifiant, ça, non? Alors on pourrait s'arrêter là, se dire que Parfit a raison. Le « je » est une fiction. Un flux qui finit par se dissoudre. Mais vous voyez, même si on accepte cette idée de flux, on peut y trouver une certaine beauté, une autre option pour continuer à exister. Imaginez que votre relation R, votre chaîne de souvenirs et de désirs, ne s'arrête pas aux frontières de votre peau, de votre corps. Elle s'étend aussi dans les autres. Comme la molécule de carbone qui constituait hier une feuille de chêne ou le muscle d'un animal est devenue aujourd'hui une partie de votre cœur, chaque personne que vous avez touchée, chaque ami que vous avez fait rire, chaque enfant à qui vous avez transmis une valeur repart avec un morceau de votre code, un fragment de votre motif. Ce n'est pas juste un souvenir flou dans leur tête, c'est une trace physique, un changement réel dans leur propre connexion neuronale, qui va influencer leurs choix, leurs mots, leurs gestes. En ce sens, vous ne survivez pas seulement dans votre propre corps demain matin, vous survivez dans la mémoire vive de ceux qui restent. On devient une mémoire qui voyage de conscience en conscience. Cette idée aura peut-être quelque chose d'apaisant pour certains. Se dire qu'on garde en nous le sourire ou les blagues à 2 balles de ce qu'on a aimé et qu'ils continuent de vibrer à travers nous. Ça donne envie de vivre plus fort, de marquer le monde plus intensément. Mais pour moi, il y a un problème. Si on reste là, on reste dans la mécanique. On reste dans les blocs de Roland. Même si ces blocs sont devenus des souvenirs ou des influences sociales, on est toujours en train de parler du contenu du récipient. Ce qui remplit ta vie
et qui change sans cesse. Tes souvenirs, tes traits de caractère, tes cellules, ton influence sur les autres. Mais on ne parle jamais du récipient lui-même. Le récipient, c'est la conscience pure, cet espace en toi qui permet aux souvenirs d'exister, aux cellules de vibrer et aux pensées de passer. Le contenant, et c'est là toute son identité, lui ne change pas. Vous voyez, Parfit a autopsié le cadavre de l'identité. Il a compté les cellules, il a analysé les fils de la mémoire, mais il a raté ce qui permet à tout ça d'être perçu. Il a cherché l'âme comme on cherche une pièce de rechange pour un moteur. Essayons de regarder le problème sous un tout autre angle. Peut-être que cette absence de noyau matériel, cette impossibilité de trouver un moi sous le scalpel, n'est en fait et justement que la preuve que nous cherchions au mauvais endroit. Quittons les laboratoires d'Oxford et les téléporteurs martiens, remontons beaucoup plus loin vers une sagesse qui ne cherche pas à diviser l'être, mais à comprendre sa source. Si vous demandiez à un maître hermétiste ce qu'il pense du bateau de Thésée ou du téléporteur de Parfit, il sourirait probablement. Et il vous dirait « Vous vous demandez si le navire est le même parce que vous croyez que le navire est réel. » Ça vous rappelle un film qui vous a matrixé le cerveau? Mais je vous rassure, vous allez comprendre pourquoi. Et oui, c'est ici que tout bascule. Le premier grand principe du Kybalion, la base de l'hermétisme, c'est le mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Vous voyez la différence de perspective? Pour Parfit, la conscience est un résultat, le résultat de vos neurones et de vos souvenirs. Pour l'hermétisme, la conscience est la cause. Reprenons notre Roland du début. Parfit s'inquiète de savoir si Roland est le même quand on change ses blocs. Mais l'hermétiste vous dira, Roland n'est ni les blocs, ni le motif. Roland est l'idée dans l'esprit du programmeur. Et plus encore, il est la lumière de l'écran qui permet de le voir. Que vous changiez les blocs ou que vous éteigniez l'ordinateur, la source et la source de la lumière, elles, ne changent pas. Prenons un autre exemple, la musique. Imaginez une symphonie de Beethoven jouée par un orchestre. Si au milieu du concert, on remplace le violoniste, puis le flûtiste, puis chaque musicien les uns après les autres. Est-ce la même musique? Évidemment. Si les instruments se cassent et qu'on en apporte de nouveaux, la symphonie reste la symphonie. Pourquoi? Parce que l'essence de la musique n'est pas dans le bois du violon, ni dans le souffle du musicien. Elle est dans la partition, dans l'idée immatérielle que Beethoven a jetée sur le papier. Les musiciens, vos cellules, et les instruments, votre corps, ne sont que les véhicules temporaires d'une intention qui les dépasse. Et que dire de la tempête? Regardez une tornade ou un tourbillon dans l'eau. C'est une forme puissante, visible, qui semble avoir sa propre identité. Mais si vous essayez de l'attraper, vous n'avez que de l'air ou de l'eau qui s'échappe entre vos doigts. La matière qui compose la tornade change à chaque seconde. De nouvelles molécules d'air entrent, d'autres sortent. Si vous cherchez le noyau de la tornade, dans la matière, vous ne trouverez rien. Pourtant, la tornade est là. Son identité n'est pas dans les molécules d'air. Elle est dans l'énergie, dans le mouvement, dans la force invisible qui les organise. Dans l'hermétisme, ce qu'on appelle l'âme, ce n'est pas cette petite boîte pleine de souvenirs personnels dont parle Parfit. Ça, c'est l'ego. C'est le petit moi qui effectivement change et meurt un peu chaque jour. L'âme, c'est l'étincelle de la conscience unique, le tout qui fait l'expérience de la vie à travers vous. Parfit s'arrête au bord du chemin. Il se trompe en disant que l'âme n'existe pas. Il cherche une chose matérielle, une chose immuable, une planche de bois qui ne pourrit pas, alors que l'âme est la vibration qui anime la matière. Selon la loi de la vibration, rien ne repose, tout remue, tout vibre. Vos cellules qui tournent, vos souvenirs qui s'effacent,
Ce n'est pas une preuve de votre inexistence. C'est la preuve que vous êtes vivant, que vous faites partie de cette grande respiration cosmique. Vous n'êtes pas le passager qui a peur de perdre sa place dans le bateau de Thésée. Vous êtes l'océan. L'océan ne se demande pas s'il est le même parce qu'une vague s'écrase et qu'une autre se lève. Il sait qu'il est l'eau. Alors pour conclure, oui, Parfit a raison de dire que votre identité sociale, votre mémoire et votre chair sont fragiles et changeantes. C'est le moi de surface. Mais l'hermétisme nous rappelle que derrière ce flux, il y a une permanence qui n'appartient pas au temps. Vous n'êtes pas un accident de la matière, vous êtes le tout qui s'observe lui-même à travers une paire d'yeux temporaire. Ce soir, quand vous fermez les yeux pour dormir, ne craignez pas de disparaître. Ne craignez pas non plus le glissement de vos souvenirs. Car ce qui en vous dit « je » au plus profond, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre passé. C'est la vie à l'état d'énergie pure elle-même. Et la vie, elle, ne connaît pas de fin. Alors, où va votre cœur? Philosophie de Parfit ou hermétisme?